Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du journal Suez AE TV. Dans l'actualité de ce lundi 21 juillet 2025, les candidats à l'examen du baccalauréat session unique de juin 2025 peuvent connaître leurs notes dès ce lundi. La direction de l'Office du baccalauréat a annoncé la distribution des relevés de notes des candidats admis ou non à cet examen national. Plus de précisions dans ce journal. La Commission électorale nationale autonome Sénat a publié une décision fixant officiellement la répartition des sièges à pourvoir par circonscription électorale dans le cadre des élections des membres des conseils communaux de janvier 2026. On fait le point dans cette édition. Invité sur AE TV ce dimanche 20 juillet 2025, Jean-Baptiste Elias, président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, a livré une réplique faible aux accusations lancées contre lui par Michel Aloko, rapporteur du même comité. Plus de détails dans un instant. Merci de nous préférer chez vous, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Conformément au calendrier établi par l'Office du baccalauréat, la distribution des relevés de notes se déroulera sur 3 jours, à compter de ce lundi 21 au mercredi 23 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. En effet, chaque candidat est invité à se présenter dans le centre correspondant à son lieu de composition pour obtenir son relevé. Les candidats sont invités à se rendre dans leur centre de retrait avec une carte d'identité ou tout document justifiant leur participation à cet examen. Le respect des dates de retrait est vivement recommandé afin d'éviter les désagréments. Pour tout complément d'information, les candidats peuvent consulter les tableaux d'affichage dans leurs établissements ou contacter le centre d'examen. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre des bourses universitaires aux nouveaux bacheliers. À cet effet, des quiz ont été organisés. Les meilleurs ont décroché la bourse. Suivons ensemble le condensé dans cet élément réalisé par une équipe de la rédaction de ESAE TV Cotonou. On se retrouve à nouveau pour les quiz de l'université ESAE qui offre des bourses universitaires à des étudiants, des bacheliers bien évidemment. On se retrouve avec un autre bachelier qui va tenter de gagner la bourse universitaire de l'université ESAE. Alors bonjour, présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle Sawanou Dieudani. Alors ça te tente bien de gagner notre bourse universitaire? Avec plaisir. Avec plaisir. Alors tu vas devoir répondre à 3 questions. Okay. Tu trouves 2 réponses, tu as la bourse universitaire. Okay, merci. Ça peut aller? Allons-y. Ok. Si je te demande, c'est qui le maire de la ville de Cotonou? Le maire de la ville de Cotonou, c'est Luc Setonji Atropo. Luc Setonji Atropo, première bonne réponse. Une autre question très facile. Le président de l'Assemblée nationale? Le président de l'Assemblée nationale s'appelle Louis Béounou Vlavonou. Alors, 2 bonnes réponses déjà, donc vous avez déjà la bourse. Bon. Une autre question pour la routine. La CEDEAO compte combien de pays? 24 pays. Bon, pas très exact, mais tu as déjà 2 bonnes réponses. Bon, donc merci beaucoup. tu as la bourse universitaire, je peux te la remettre directement. On va remplir cela tout à l'heure et officiellement à partir de la rentrée prochaine, tu es étudiant de ESAE. Ok, merci beaucoup. Merci à très bientôt. Et merci à vous pour l'initiative. Comment définis-tu le sigle UA? Le sigle UA se définit comme Union africaine. Alors, cite-moi 4 pays membres de la CEDEAO. 4 pays membres de la CEDEAO. On a la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Sénégal. Alors, comment s'appelle l'actuel maire de la ville de Cotonou? L'actuel maire de la ville de Cotonou s'appelle Luc Atropo. Alors, dernière question. Où se situe le siège de l'Assemblée nationale du Bénin? Le siège de l'Assemblée nationale du Bénin se situe dans la ville de Porto Novo. Tu peux me citer 5 pays membres de la CEDEAO? Oui, on a le Bénin, le Togo, le Mali, le Sénégal. Il n'y a pas le Mali.
Définis-moi le sigle UA. UA, Union africaine. UE. Union économique. Non, c'est pas la bonne réponse. Où se situe le siège de la Cour constitutionnelle du Bénin? La Cour constitutionnelle se situe en face de la Marina, dans la zone de la Marina. Une ville ne savait pas la Marina. Bon, Il faut réfléchir. Comment s'appelle le président de l'Assemblée nationale du Bénin? Louis Vlavonou. L'Assemblée nationale du Bénin compte combien de députés? 32. C'est pas la bonne réponse. Alors, que célèbre-t-on le 1er août? Je n'ai pas compris. Au Bénin, quelle fête fête-t-on le 1er août de chaque année? L'indépendance du Bénin. Comment s'appelle l'actuel maire de la ville de Cotonou? Louis Katroko. Dis-moi, comment s'appelle l'actuel maire de la ville de Cotonou? L'actuel maire de la ville de Cotonou s'appelle M. Luxet Ondiatroko. Où se situe le siège de l'Assemblée nationale du Bénin? Le siège de l'Assemblée nationale du Bénin se situe à Cotonou. Alors, comment s'appelle le président de l'Assemblée nationale du Bénin? Le président de l'Assemblée nationale du Bénin s'appelle Louis Vlavonou. Où se déroulent les Vodun Days au Bénin? Les Vodun Days se déroulent à Ouida. Alors, les Vodun Days se déroulent à Ouida dans quel mois? Dans le mois de janvier. Merci. On se retrouve une fois encore pour les quiz qui donnent accès à la bourse universitaire de ZAE. Cette fois-ci, je suis avec deux bacheliers, deux candidats qui viennent d'avoir leur bac. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Tu Je t'appelles? me nomme Kodia Godson. Lève un peu la voix. Kodia Godson. Kodia Godson. Moi, je m'appelle Doyo Isabelle. Doyo Isabelle. Ok. Vous allez répondre à des questions pour tenter d'avoir les bourses universitaires. Ça vous tente? Non, il n'y a pas de souci. Ok, je vous donne déjà les bourses. Si vous ne répondez pas à mes questions, je vous reprends les bourses. Il n'y a pas de souci. C'est bon, je vais reprendre ou bien vous allez les garder. Merci d'avance quand même. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir, c'est qui la vice-présidente du Bénin? Mariam Talata. Parlez un peu plus fort. Mariam Talata. De votre côté, c'est qui la Confirme vice-présidente? sa réponse. Non, Mariam Talata. Mariam Talata. Bon, bonne réponse. Deuxième question. Où se situe ESAE? Selon vous? L'université ESAE, puisque c'est l'université qui vous offre la bourse. L'université se situe. Où ESAE. Je connais le site de Bedro Mende, Akbakba, Tabou Mekaravi, non loin de Carrefour Ita. Et puis celle de Porto Novo. Parakou sûrement. Vous aussi, vous confirmez la même chose. Ok, une troisième question, je crois qu'on va valider cela. Une troisième question que je vais vous poser. L'Assemblée nationale compte combien de députés, selon vous? 109 députés. 109 députés. 109. 109 également. Alors, une dernière question, une toute dernière question. Vous allez chacun, vous allez me citer deux institutions du Bénin. C'est bon? On commence par qui? Ok, deux institutions du Bénin. Vous n'allez pas citer la même chose qu'elle. Ok, deux institutions du Bénin. Il y a la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. La Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Super, c'est bon. La présidence de l'Assemblée nationale. La présidence de l'Assemblée nationale. Félicitations. Vous avez répondu à toutes mes questions. Donc félicitations à vous. Vous obtenez la bourse universitaire de ZAE. La bourse vous donne entièrement gratuite les frais de scolarité. Vous ne payez rien pour vos 3 ans de formation à ESAE. Qu'est-ce qu'on dit à l'université ESAE? Merci tout simplement. Merci. Alors à la prochaine. Merci à vous. Restons toujours dans le même registre. Les diplômes sont considérés comme la certification de la maîtrise de certains savoirs et savoir-faire aux yeux de potentiels employeurs. L'obtention d'un diplôme est-il une garantie d'un avenir meilleur? Interrogé par Francis Fahami, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou répondent à cette interrogation. Aujourd'hui, ce sont les diplômes qui nous amènent à nous considérer comme des cadres. Et quand on dit on est cadre, c'est qu'on veut être cadré. On ne veut plus être souple, flexible et adaptable.
Je pense plutôt que c'est la dimension humaine qui compte. Quelle est la formation humaine que nous avons eue pour pouvoir nous tirer des difficultés, pour pouvoir trouver des solutions face aux obstacles. C'est de ça qu'il s'agit. Tous autant que nous sommes ici, nous avons tous des diplômes. Bon, quelques rares personnes qui n'ont pas de diplôme ici, mais à des degrés divers. Et le fait d'avoir un diplôme, c'est déjà bon. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne vous garantit pas. Quand tu as le diplôme, tu as déjà garanti ton avenir. Puisque les recrutements aujourd'hui, c'est à base des diplômes qu'on recrute les gens dans des secteurs. Quand tu n'as pas le niveau, et quand on veut recruter, qui va te recruter? Donc, quand tu as le diplôme, tu as déjà une garantie de ton avenir. Le long d'une formation pour obtenir un parchemin, le parchemin ne représente pas la finalité, mais c'est un tremplin pour exposer, pour disposer et présenter ce dont on a les qualités. Donc, on ne doit pas se limiter au diplôme, mais à notre construction du savoir et à notre construction dans notre dimension humaine. Parce que le diplôme ne réfléchit pas à la place de l'homme. Je connais d'autres, et ils n'ont même pas de diplôme, mais eux-mêmes ils s'en sortent bien. Seulement que, parce que le diplôme, il y a le diplôme à part, il y a la connaissance à part, et il y a la compétence. Est-ce que vous voyez? Le tout, tu peux avoir les diplômes et ne pas être compétent. Est-ce que vous voyez? Or, le monde d'aujourd'hui, là, il faut être compétitif. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut savoir, en tout cas, il faut être un bon manager, il faut être entrepreneur, il faut avoir le courage, et bon, le reste viendra. Le Bénin va célébrer dans quelques jours ses 65 ans d'indépendance. Pour les commémorations de cette fête nationale, le président Patrice Talon a invité 4 pays pour prendre part au défilé militaire aux côtés des forces armées béninoises. Selon le porte-parole adjoint du gouvernement Wilfred Léon-Mbedi, 2 pays de l'Alliance des États du Sahel figurent parmi ces pays invités. Sans nommément citer ces 2 pays, le porte-parole a précisé qu'ils n'ont pas encore répondu officiellement à la demande des autorités béninoises. Des troupes de 2 autres pays sont déjà en terre béninoise pour se défiler, le dernier sous Patrice Talon au pouvoir depuis 2016. Avec cette invitation adressée à 2 pays de l'Alliance des États du Sahel, le chef de l'État Patrice Talon affiche sa disponibilité à collaborer pleinement avec les pays frères du Niger et du Burkina Faso, dont les relations ne sont pas très fluides ces dernières années après changement de régime intervenu dans ces pays. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, Jean-Baptiste Elias, a été reçu ce dimanche 20 juillet sur l'émission L'invité de ESAE TV. Alors que les accusations de Michel Alokbo, rapporteur du COPIL, sur le processus de recrutement des experts pour l'audit du fichier électoral ont récemment alimenté la polémique, Jean-Baptiste Elias, président du comité de pilotage, a livré ce dimanche sa version des faits sur ESAE TV, une intervention attendue au cours de laquelle il s'est montré offensif, documents et arguments à l'appui pour démontrer ce qu'il qualifie de contre-vérité. Suivons-le pour plus de précisions au micro de Abdelkader Assiro Billy Gaël Aïbi. Le président du comité de pilotage a écrit au président de l'autorité de régulation des marchés publics, voici la lettre, pour demander quel est le statut du comité de pilotage d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qu'il faut appliquer pour le recrutement des experts en matière intellectuelle. Le président de l'autorité de régulation des marchés publics nous a répondu pour dire 1. Le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral a un statut de personne non autonome pour travailler, c'est-à-dire on n'est pas personne autonome pour travailler dans ce dossier-là, et qu'il fallait appliquer l'article 37 du Code des marchés publics d'une part, et d'autre part qu'il fallait recruter un spécialiste de passation des marchés. Voici la réponse de l'autorité de régulation des marchés publics. Ensuite, nous avons écrit
au président de l'autorité de régulation des marchés publics pour lui dire quelles sont les attributions de ce spécialiste de passation des marchés publics. Voici la lettre. Le président de l'autorité de régulation des marchés publics a répondu. Je vais vous prier, madame, de lire la lettre pour qu'on comprenne bien d'où vient l'histoire de l'application du décret dont a parlé M. Vous pouvez lire. Je préfère. Vous pouvez lire. Vous voulez que je lise? Oui, lisez avec les références. Lettre numéro 2025-0917 du 7 mai 2025 à Monsieur le Président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral COPIL. Objet. Attribution du spécialiste en passation des marchés de COPIL. Référence. Votre lettre numéro 018 du 6 mai 2025 enregistrée à l'ARMP sous le 70525. Monsieur le Président. En réponse à votre lettre sus-référenciée relative à une demande d'information sur les attributions du spécialiste en passation des marchés et de l'acte par lequel il est désigné, j'ai l'honneur de vous inviter à exploiter les dispositions de l'article 1er, alinéa 2 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020 portant attribution, organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics et de la commission d'ouverture et d'évaluation. Vous êtes invité à définir la lettre de mission du spécialiste en passation des marchés publics en toute indépendance en vous inspirant des attributions décrites et au regard de ce que le COPIL attend de l'intéressé pour l'accomplissement de votre mission. Pour ce qui est de l'acte de sa nomination, vous avez la latitude de prendre une note de service ou une décision en vous inspirant du modèle type d'acte de nomination d'une PRMP qui se trouve sur le site de l'ARMP www.armp.bj. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération, signée Séraphin Agbangbata. Voici la lettre. Sur la base de ça, voici une autorité compétente qui dit au comité de pilotage, voici ce que vous allez faire. Et voilà, mon cher ami Michel qui dit non, qu'on ne doit pas faire ça. Entre ce que le président... Qu'est-ce qu'on devrait faire selon lui? Mais il n'a pas dit. Entre le président de l'autorité de régulation des marchés publics qui a compétence de prendre des décisions sans recours dans ce domaine, et lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a voulu suivre la légalité et suivre ce que le droit dit et suivre ce que le président de l'autorité de régulation des marchés publics dit. Je viens de vous lire la lettre. Et donc, on a pris ce décret-là. Voilà le décret. En parcourant le décret numéro 2020-596 du 23 décembre 2020, il est dit très clairement les attributions de ce spécialiste de passation de marché. Quelles sont ces attributions? Ah, on y va alors, très bien. Article 1er. La personne responsable des marchés publics est chargée de mettre en œuvre, au nom de l'autorité, les procédures de passation et d'exécution des marchés publics. À ce titre, elle accomplit les actes nécessaires depuis le choix de la procédure jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif. Elle soumet ces actes au contrôle, écoutez bien, au contrôle et à l'approbation prévue par la loi. Elle désigne le marché, elle signe le marché au nom et pour le compte de l'autorité. La personne responsable des marchés est notamment chargée de planifier les marchés publics dont les montants prévisionnels hors taxes sont supérieurs au seuil de dépenses. Publier, à titre indicatif, l'avis général de passation des marchés. Vous voulez qu'on lise tout? Non, allez-y, sur l'essentiel. Très bien, l'essentiel est déjà dit. Et maintenant, l'article 9 de ce décret qui est là dit ceci exactement. L'article 9 dit « La personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par la commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle est chargée de, premièrement, procéder à l'ouverture et au dépouillement des offres et propositions. Deuxièmement,
procéder à un examen du dossier lorsque l'organe de contrôle compétent émet des observations sur le rapport d'analyse des offres. L'article 10 dit ceci. La commission d'ouverture et d'évaluation est une commission ad hoc mise en place dans le cadre de chaque procédure de passation par une note de service. Oui. Désignant les membres et les responsables des structures concernées. Elle est composée comme suit. 1. La personne responsable des marchés publics ou son représentant qui assure la présidence. 2. Le responsable de la structure technique concernée ou son représentant. 3. Le responsable financier ou son représentant. 4. Un juriste ou un spécialiste des marchés publics. Voilà les 4 personnes. Et dans le cas du COPIL, qui sont les 4 personnes? Dans le cadre du COPIL, 1. Le spécialiste des marchés publics est nommé président de la commission. Qui est monsieur que vous avez reçu sur votre plateau, monsieur Dalmeda. La note est là. Voici la note. Ensuite, le responsable financier également est nommé. Maintenant, on dit le responsable de la structure ou son représentant. Le responsable de la structure, c'est Elias Jean-Baptiste. J'ai désigné quelqu'un d'autre et je vous dirai comment on a désigné la personne tout à l'heure. Puis un juriste. Alors, pour permettre à ce que nous désignions le juriste parmi nous, j'ai demandé à tous les 5 membres du comité de pilotage de venir avec leur diplôme. 1. Nous avons 3 juristes parmi nous. Qui sont? Monsieur Bachabi Moudassirou. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques. Il est titulaire d'un DEA en droit. Ensuite, monsieur Jean-Baptiste Elias. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques, option droit des affaires, carrière judiciaire. Il est docteur en économie. Il est titulaire d'un DEA en économie. Troisièmement, monsieur Michel Alokpo. Il n'a présenté que la capacité en droit. C'est ce qu'il vous a présenté. C'est ce qu'il a donné, il a reconnu. Il n'a que la capacité en droit. Et la capacité en droit, chers amis internautes et ceux qui nous écoutent en ce moment, est l'équivalent du bac, point, pas plus. Au cœur des accusations de Michel Alokpo figure également l'existence d'une shortlist d'experts prétendument imposée en amont par Jean-Baptiste Elias et Kassim Chabi du parti Les Démocrates. Une allégation balayée d'un revers de main et aussi la proximité entre les 4 experts internationaux retenus par Jean-Baptiste Elias. Là encore, ce dernier se montre catégorique. Il s'exprime toujours au micro d'Abdelkader Achiro, Billy Gaël Aïbi. Jean-Baptiste Elias n'a jamais, je répète, Jean-Baptiste Elias n'a jamais, je répète une 3e fois, Jean-Baptiste Elias n'a jamais remis une quelconque short list à M. Michel Alokpo. Mieux, il dit, M. Elias Jean-Baptiste a fait la liste avec M. Kassimou. M. Elias Jean-Baptiste n'a jamais fait une liste avec M. Kassimou Chabi, qu'il apporte la preuve de ce qu'il dit. J'ai entendu sur votre plateau le 3 juillet 2025 le président de la commission dire 1. Que lui n'a jamais reçu une telle short list. 2. Qu'au cours des travaux de la commission, une telle short list n'a jamais été présentée. 3. Qu'au cours des travaux, ils n'ont reçu aucune pression de qui que ce soit. 4. Ils ont travaillé en toute indépendance pour proclamer leurs résultats. Que M. Michel Alokpo apporte la preuve de ce qu'il dit, et puis on va suivre. Je répète à nouveau, je n'ai jamais remis une quelconque short list à M. Alokpo, et je n'ai jamais fait une quelconque short list avec quelqu'un à qui il a été demandé de remettre la short list à M. Alokpo. Alors, voilà ce que je peux dire. Et à vous entendre, on a l'impression qu'il y a des non-dits, qu'il y a des malcompréhensions au sein du COPIL, mais des problèmes non résolus. Mais, vous savez, M. Alokpo est déjà passé sur votre chaîne concernant le recrutement du personnel technique. S'il a des choses qui ne lui plaisent pas, s'il a des griefs contre X ou Y, qu'il le dise. Mais venir dire des contre-vérités, je pèse bien mes mots, venir dire des contre-vérités pour informer malencontreusement
les citoyens qui écoutent votre chaîne, la responsabilité lui incombe. Et je vais vous prier, vous, spécialistes de la communication, vous, hommes des médias, de faire attention désormais et de demander à tous ceux qui viennent sur votre plateau, avant de dire quelque chose, de vous apporter la preuve, comme je viens de faire ce matin. Demandez toujours à vos interlocuteurs de vous apporter la preuve, sinon, vous aurez des problèmes un jour. Premièrement, M. Alopo, comme vous l'avez dit, a répété sur votre plateau ici que les 4 experts retenus sont les amis d'Elias Jean-Baptiste. Je vous le dis sur ce plateau en toute honnêteté, en toute transparence. Jamais, jusqu'au 7 juillet 2025, je n'ai jamais vu aucun des 4 experts retenus. Jamais, pas une seule fois. Le 7 juillet 2025, à 19 h, la question a été posée à chacun des experts. Qui leur a posé cette question? Je vais vous le dire. Okay. Nous étions en séance et la question leur a été posée de savoir, monsieur juriste Malonga, connaissiez-vous monsieur Elias Jean-Baptiste avant d'arriver ici? Il a répondu, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais vu depuis ma naissance, jusqu'au 7 juillet 2025. La même question a été posée à Mme Karine. Elle a répondu aussi, je ne l'ai jamais vu, ce n'est pas mon ami, je n'ai jamais vu qui s'appelle M. Elias Jean-Baptiste, ni de près ni de loin. La même question a été posée à M. Alpha. Je n'ai jamais vu M. Elias, ce n'est qu'aujourd'hui, le 7 juillet 2025, que je l'ai vu pour la première fois. Et la question a été posée enfin à M. Fabien. Je n'ai jamais vu M. Elias, je ne l'ai jamais connu jusqu'au 7 juillet 2025. Il y a au moins 7 personnes qui ont entendu la réponse de chacun des 4 experts. C'est qui c'est cette personne? Ils passeront sur votre plateau pour témoigner si c'est nécessaire. Vous pouvez les citer. Les témoins? Oui, les témoins. Vous voulez les témoins? Oui, les témoins. Très bien. 1. Monsieur Dalmeda, le président de la commission, était sur les lieux et a entendu la réponse de chacun des 4 experts. Monsieur Amoussou Guénou, le contrôleur financier, était là et il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Mounirou Bachabi, un membre de la commission de sélection des experts, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Mario, le secrétaire coursier, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Vous voulez que je continue? Oui, allez-y. Monsieur Bachabi Moundachirou était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Kassimou Tchabi, qui est membre de la commission, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Assa Gustave, membre du COPIL, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Michel Alopo était où? Michel Alopo n'était pas là. Et pourquoi il dit, pourquoi il n'était pas là? Que vous êtes, que ces 4 experts sont vos amis. Pourquoi il faudrait justement lui demander d'amener la preuve que ce sont mes amis d'une part, au besoin de lui demander de venir avec un seul témoin pour venir témoigner sur votre plateau que les 4 experts là sont les amis d'Elias Jean-Baptiste. Mais il était où au moment où Moi je ne sais pas là où il était. En tout cas, il n'était pas là. Est-ce qu'il devrait être là? Il n'était pas là. Il devrait être là? Il n'est pas là. Il aurait pu être là, mais comme il est souvent absent, je ne peux pas vous répondre pourquoi. Il est souvent absent. Mais bien sûr, j'ai des preuves ici qu'il est souvent absent. Lesquelles preuves vous avez? De présence. Liste de présence. Nous allons en parler si vous voulez tout à l'heure. Je l'ai ici. Il est souvent absent. Oui. Alors, et il dit souvent, tenez-vous bien, que oui, mais s'il est absent, il faut que chaque fois il y ait un rapport qui soit fait et que quand lui va arriver, il va consulter le rapport. On vous dit de venir travailler, vous êtes absent et vous dites que les autres n'ont qu'à vous faire un rapport pour que quand vous allez venir, vous venez lire le rapport. C'est pas normal ça. Moi j'ai refusé.
À moins d'un an des élections générales de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat a fixé, à travers une décision en date du 15 juillet 2025, le nombre d'élus locaux attribués à chaque circonscription électorale lors des élections municipales et communales de janvier 2026. Cette décision de la Sénat a été prise conformément à l'article 183 du Code électoral. Ainsi, chacune des 77 communes connaît le nombre de sièges à pouvoir lors du scrutin. Selon la décision, ce nombre de sièges est déterminé en fonction, entre autres, des données démographiques et de l'évolution administrative du territoire national. Le président Patrice Talon a reçu au palais de la Marina à Cotonou plusieurs chefs d'entreprise du secteur privé béninois. Organisée dans une ambiance décontractée, cette rencontre a permis aux chefs de l'État d'échanger directement avec les opérateurs économiques sur les enjeux du climat des affaires au Bénin. Plus de détails dans cette capsule vidéo réalisée dans ce cadre. Moi, j'ai le bonheur de constater que sur ces 5, 6, 7 dernières années, le Bénin progresse bien et donne un signal de progrès. Ce qui veut dire que si nous entretenons cette ambiance-là, que quand on vient au Bénin, même si on ne fait pas fortune du jour au lendemain, on peut grandir. Et c'est en ça que le gouvernement tout entier, d'abord, remercie les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et notamment les grandes, qui donnent le signal d'un pays qui commence à rassurer. C'est une bonne perception et que le Bénin rassure les investisseurs, rassure ceux qui sont installés au Bénin. Nous allons attirer d'autres. Donc pour nous, il est important que l'environnement, l'écosystème actuel soit attractif. Mon souhait est que le Bénin qui tout doucement montre qu'un pays peut se développer, aussi petit soit-il, qu'il ait des ressources minières ou non, qu'il ait la grâce d'avoir du pétrole ou du bois ou ceci. C'est cela, nous ne les avons pas, mais nous montrons très bien que même sans ça, on peut se développer pas à pas si l'environnement permet aux uns aux autres, du plus petit au plus grand, de travailler. Qu'on soit artisan, qu'on soit zémédian ou qu'on soit importateur ou industriel, si l'environnement est bon, que tout le monde travaille, on peut se développer. Et vous contribuez à ça. Dans un autre registre à présent, le laboratoire d'analyse des systèmes et technologies avancées a organisé le 16 juillet dernier la journée scientifique de la sécurité alimentaire au Bénin. Cette initiative qui a regroupé les acteurs du système alimentaire a permis de formuler des recommandations pour le mieux-être des Béninois. Anel Dou pour le reportage. Journée scientifique de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin. Organisée par le Laboratoire de sciences et technologies des aliments, l'ASTA, en collaboration avec l'ONG Adescent et avec le soutien financier de l'organisation GAIN, cette première a été placée sous le terme « Ensemble pour une alimentation sûre, la science comme boussole ». La sécurité sanitaire des aliments revêt une importance stratégique. Elle permet non seulement de mieux protéger les populations contre les risques microbiens, chimiques et nutritionnels, mais également de renforcer l'image des produits locaux, d'encourager leur consommation et de stimuler la compétitivité de nos entreprises agroalimentaires, qu'elles soient grandes ou petites, formelles ou informelles. Face à ces enjeux multiples et interdépendants, il devient impératif de renforcer la concertation entre acteurs publics, privés, scientifiques, communautaires et consommateurs. Cette journée s'inscrit dans une double dynamique. D'abord, dresser un état des lieux dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et ensuite engager une réflexion collective et prospective afin de formuler des propositions concrètes pour asseoir durablement la salubrité des aliments au Bénin.
Cette journée, un rendez-vous stratégique, s'illustre donc comme une plateforme inclusive de dialogue entre les parties impliquées dans le système alimentaire. La science, qui est mise au centre de cette initiative, entre dans la vision de l'organisation GAIN. La sécurité sanitaire des aliments constitue un enjeu crucial, non seulement pour la santé publique, mais également pour la confiance des consommateurs que nous sommes tous, la compétitivité des entreprises et la transformation durable de nos systèmes alimentaires. Chez GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition, nous avons fait le choix de placer la science au cœur de notre mission au Bénin. Aujourd'hui, cette journée scientifique représente une opportunité unique pour vous et nous de renforcer les passerelles entre le monde scientifique, les régulateurs, les entreprises et les citoyens que nous sommes tous. Elle vise à partager les résultats de recherche, à présenter des innovations locales et à favoriser l'émergence des solutions concertées pour renforcer la sécurité sanitaire des aliments ici chez nous au Bénin. Plusieurs activités ont meublé cette journée. Une conférence scientifique et débat sur le rôle de la recherche dans la gestion des risques alimentaires au Bénin, animé par le docteur Sylvain Dabadé, et un panel entre les acteurs du système alimentaire qui ont donné satisfaction aux participants. Je voudrais quand même saluer cette journée scientifique qui met ensemble les décideurs politiques, les chercheurs, les partenaires techniques et financiers, les producteurs et les consommateurs, tous les acteurs du secteur de l'alimentation pour réfléchir ensemble sur, on va dire, les résultats des recherches en matière de sécurité sanitaire des aliments. C'est une très belle initiative parce que c'est la toute première édition depuis qu'on est en train de faire la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Il n'y a jamais eu une journée scientifique pour assurer une qualité saine de tout ce que nous allons consommer. Il faut de la recherche, l'évaluation des risques. L'une des composantes de l'analyse des risques, elle doit toujours faire par les scientifiques. Donc les scientifiques sont au cœur de l'évaluation des risques. Et donc une telle journée qui marque la journée internationale, c'est une très bonne chose. À l'issue des assises, des recommandations ont été formulées à l'endroit des scientifiques, des autorités de régulation, des entreprises agroalimentaires et des consommateurs pour le mieux-être du secteur alimentaire au Bénin. Parlons mode à présent. L'Association des créateurs de mode du Bénin ACMB a lancé son programme du mois de la mode à travers son projet Éclat de la mode avec son exposition au siège du Conseil national des organisations d'artistes sénois. Suivons ensemble le récit de Kales Kitomen, Héroïne Papadam et Patricia Lino. La mode béninoise a donné des couleurs ce 17 juillet avec l'ACMB au siège du Comité national des organisations d'artistes du Bénin avec le projet Éclat de la mode. Chers professionnels de la mode, ce jeudi 17 juillet 2025 est un jour spécial. Spécial pour nous qui sommes dans le domaine de la mode. Parce que à ce jour, nous inaugurons par cette activité tout ce que l'Association des créateurs de mode du Bénin a prévu dérouler au cours de ce mois de la mode. Éclat de mode 2025, c'est une initiative de l'Association des créateurs de mode du Bénin afin de célébrer le mois de la mode qui a été institutionnalisé par le gouvernement depuis 2017. Organisateurs et acteurs de la mode font de leur mieux pour valoriser ce secteur d'activité. Je suis dans des tissus principalement locaux. J'utilise le pain tissé et les batiks qui sont teintés ici au Bénin. C'est important que nous mettions en lumière le savoir-faire local. Donc il faut qu'on aille sur la matière première locale. Merci parce qu'ils ont compris
à part l'État, où justement qu'on ne peut pas forcément attendre l'État, le gouvernement, pour mettre en place des initiatives. C'est notre chose, c'est la cause commune et pour cela, je les remercie. L'exposition de ce 17 mai ouvre la voie aux talks, aux formations, aux défilés de mode qui vont meubler tout le reste du mois de la mode 2025 avec ACMB. Canenois dans cette édition, Sonia Annick Agbantou, premier chef programme de ESAU TV, a été inhumé ce samedi au cimetière municipal de la ville de Cotonou. C'était dans une ambiance pleine d'émotions et après des hommages dans la ville de ses parents au thème des différents hommages et de l'inhumation. Quelques amis et proches se sont confiés au micro de Francis Fahami et Ulrich Amédian-Pou. Sonia Agbantou, c'est une grosse perte et sa mort est inadmissible. Elle est morte, certes, mais elle est vivante. Et dans les souvenirs, elle est vivante. Mais on aurait pu la voir vivante. Et donc je pense qu'elle a fini sa mission parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle a travaillé bravo, certes. Mais moi je pense que c'est seulement qu'elle est en cours de route. Elle n'avait pas fini sa mission. Vous avez bien dit, la valeur n'attend point le nombre des années. Pendant tout ce jour qu'elle a eu à faire sur terre, elle a impressionné tout le monde. Et elle a essayé d'élever la notoriété de la famille. Ce qui nous a beaucoup honorés. Et nous sommes venus lui rendre un dernier hommage. Que son âme repose en paix. Sonia Makunde ma chomi doni e dogodo miwe. Dogbe me fi yero nu dakpi. Yeno kando adogo. Nu nyanya. Yeno kando kome buno yanfo buno sunsunawe. Me hole no do nu awadai we awadu. Sonia wadagbe. E wadagbe na tolole bi. E wadagbe na me dagbe makano don. Donc au vidéo yi to henu mi to me de mi to popo henu mi ton lepo abi po me de po bo me lo te dagbe wa mi mo ya onyu adanvoni me lo budo mi ouais mais non à toi affier ton vie. Perdre une sœur, une consoeur comme ça dans la fleur de l'âge. Sonia elle tend vers la quarantaine. Et pour qui connaît Sonia, Sonia c'est une femme toujours joyeuse. Elle a toujours partagé la joie autour d'elle, une femme directe, qui te dit toujours ce qu'elle pense et tout. Quand tu la vois agir, même aujourd'hui, tu comprends qu'elle avait une mission précise sur cette terre. Elle vient de l'accomplir et il a prié au Seigneur de la rappeler quand il a voulu. Moi, j'ai connu Sonia, ça fait plus de 25 ans. Ça fait plus de 25 ans. Et j'ai suivi Sonia pendant tout son parcours et elle a beaucoup animé la vie des Béninois jusqu'à se retrouver en France et tout ça. Donc c'est que des sentiments de tristesse et ça nous sert de leçon. C'est la première fois que la vie n'est que vanité des vanités. Posons des actes positifs, posons de bons actes. Et Sonia voyait tout le monde qui est venu derrière elle. Depuis hier, les artistes, les animateurs, ils ont tout laissé pour se retrouver autour de Sonia. Je nous souhaite une fin pareille aussi, parce que quand tu as vécu et que le jour de ton départ, de ton enterrement, tu n'as pas du monde autour de toi, c'est à croire que tu n'as pas marqué positivement les gens. Donc je pense que ce n'est pas le cas pour Sonia. Au nom de tous les animateurs, au nom de tous les artistes du Bénin, au nom de tous ceux que Sonia a eu à côtoyer, une fois encore, je présente mes condoléances aux familles Agbantou, Lalaye. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je remercie tous ceux-là qui se sont mobilisés depuis Paris, ceux qui ont pris également la relève ici depuis l'aéroport le jeudi jusqu'à ce jour, ceux qui se sont donné accord pour pouvoir faire réussir cet événement. Il est vrai que c'est un événement malheureux, personne n'attendait cela, mais ça a été une très belle organisation que nous avons assumée. Et je remercie également les promoteurs d'organes qui ont mis les
les télévisions, les journaux, tout ce qui est moyen de communication, ceux qui sont également accros des réseaux sociaux, ceux qui étaient en train de faire du live depuis le jeudi. Je les remercie pour l'accompagnement et pour permettre à ceux-là qui n'ont pas pu faire le déplacement de suivre tout en direct. Vraiment, je leur dis merci. Hier, j'ai vraiment été positivement impacté par tout ce qui a été dit sur elle. Je la connaissais dans les médias, dans les événements, dans les trucs d'événementiel, mais je ne savais pas qu'elle avait marqué autant sa génération. Je ne savais pas non plus qu'elle était restée à Radio Tokpa. Donc tout ce qui a été fait par rapport à ça hier, les hommages m'ont vraiment ému et m'ont montré que c'est une très bonne personne et qui a eu le temps de laisser un impact positif dans le secteur, dans son secteur d'activité. Elle a laissé un grand héritage. Sonia, elle n'a pas vécu inutilement. Ouais, elle a incité pas mal de filles, de femmes comme elle à aller au micro. Donc celles-là aussi vont essayer de pérenniser ce qu'elle a mis en œuvre. Maintenant, on va se concerter entre animateurs, parce que je représente beaucoup de personnes ici. On va se consulter et puis on verra, parce qu'elle a laissé des enfants, on verra. Je ne saurais prendre cette décision seule, mais toujours est-il qu'on ne restera pas sans réagir. Nous allons rentrer en négociation avec le ministre de la Culture pour qu'au moins, ne serait-ce qu'une petite salle ou quelque chose soit gratifié en son nom, pour qu'on dise salle Sonia Annick Agbantou. En dehors de ça, c'est d'abord prier pour ces enfants qu'elle a laissés. Et l'autre chose, que Dieu puisse nous donner réellement des consoeurs engagés, comme elle, déterminés comme elle, pour que cela puisse faire grandir le monde des médias au Bénin. Et je vais profiter pour demander à d'autres consoeurs qui viennent d'arriver dans la profession de faire comme elle, d'être déterminés comme elle et être engagés comme elle. Il y a alors au V à Folodoté. Bon, si sont les Madido, Adidé aussi quand même. Madido Adidé gamin Sonia Sinvi. Nous te dis à Folo Copeto. Mais pour Beto et Do Humbo Tchete na Sonia et Koukan. Mais mon Dieu, Sonia et Koué ma sokune. Mais Belen a ouane de Sonia manote boana si étonné. Dina Moufiro les mategan sentido ya et ton coup. Nous te dis mon Sonia Bayi, Bezin ton doit l'ologi. Bekana son mon Moufiro les na mon. Je remercie la famille d'Alain Agbantou, la famille Koukoyi. Je remercie tous les collègues de Sonia, les animateurs, les journalistes, tous les hommes de médias. Je les remercie infiniment. Je remercie tous ceux qui sont amis à Sonia et à ses fans, à ses followers. Je remercie tout ce beau monde. Il y a d'autres personnes qu'on n'arrive pas à détecter mais qui apprécient énormément Sonia. Je les remercie tous. Tous qui ont contribué d'une façon ou d'une autre aux obsèques de Sonia Agbantou. Je tiens à témoigner toute notre gratitude. Parlons société à présent, les mœurs désignent les usages et les habitudes de vie au sein d'un groupe social. La dépravation des mœurs désigne donc le fait de bafouer ces mœurs. À cet effet, une équipe de la rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens béninois pour s'enquérir des différentes causes liées à ce phénomène du côté de la jeune femme béninoise. Ils sont au micro de Francis Fahamé. C'est mauvais, ce qui se passe aujourd'hui c'est mauvais. Je ne sais pas si c'est les films novelas ou bien c'est la modernité qui amène nos jeunes filles où ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a certaines filles, même dans les églises, je ne sais pas pourquoi les pasteurs ne les chassent pas. Leurs habillements sont trop sexy, leur coiffure, tout, ça ne va pas. L'habillement des jeunes filles est très nul, ça il faut reconnaître ça. Et quelque part aussi, je ne les condamne pas trop parce que l'éducation ne leur exige pas comment il faut s'habiller. Il y a des filles qui exagèrent parfois et puis d'autres. Bon, comme tout le monde n'a pas reçu les mêmes éducations, on peut baser sur le volet d'éducation. C'est en fait l'éducation que nos parents nous donnent. Si l'État peut nous aider à corriger ces choses-là, ça va aller. Sinon, quel est l'avenir réservé à ces enfants, à ces filles? Il faut porter des choses sexy pour se faire plaire? Non. Il y a d'autres qui se sont habitués, qui ne savent même plus comment nouer les pains. Il y a d'autres qui ne savent même plus comment nouer les pains.
on porte des jupes mini où on n'arrive même plus à s'asseoir. On n'arrive même plus à s'asseoir. Même les vieilles dames aussi les portent. En Afrique, on porte des pailles. Mais je ne sais pas ce qui amène nos filles à porter de n'importe quoi. C'est des choses indésirables qu'elles portent. Si c'est les films qui les amènent à se comporter comme ça, alors je leur dis de stopper. D'abord, si ça leur permet d'être épanouis, d'être contents et de se sentir à l'aise dedans, bon, je trouve que c'est une bonne chose. Mais ce qui est sûr, il y aura des répercussions sur ça parce que en s'habillant comme ça, d'autres filles vont perdre leur âme sœur, vont gâcher leur avenir parce que ce n'est pas tous les hommes qui aiment cette manière de s'habiller, ce n'est pas tous les hommes qui aiment la façon dont elles s'habillent aujourd'hui. Et dans les structures, dans les organisations, ce n'est pas aussi adapté qu'une femme s'habille de la sorte. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Chacun est libre. Et tant que vous vous sentez, pour moi, tant que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites, ça ne me pose aucun problème. C'est vraiment, ça arrive parfois que certains s'habillent tout nuit et nous pouvons leur demander simplement de revoir un peu parce qu'on a l'habitude de dire là où commence ma liberté, s'arrête celle de l'autre. Donc, ils peuvent comprendre que cela peut conduire certaines personnes à faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Et là, c'est là on parle de viol et consorts, ce n'est pas bien. Ça peut inciter les gens à on appelle ça la dépravation des mœurs. Hors de nos frontières, après le Mont Saint-Michel et le 80e anniversaire du débarquement à Lille en Normandie, la cathédrale Notre-Dame de Paris va être numérisée à son tour. Conserver Notre-Dame de Paris pour l'éternité, tel est l'objectif de Microsoft. Chaque détail architectural va ainsi être capté et numérisé par le mastodonte des technologies afin de créer une copie réaliste de la cathédrale. Cette dernière ne va pas être seulement une représentation virtuelle en 3D du monument le plus visité de France. C'est un outil qui va servir également aux restaurateurs pour identifier l'usure ou les défauts au fil du temps et les travaux à faire pour conserver l'édifice gothique. Plus de 6 ans après le terrible incendie qui ravageait notamment le toit de la cathédrale et sa célèbre flèche, cette copie numérique permettra de reconstruire à l'identique les parties perdues. Soit dans cette édition pour boucler à l'issue de la participation des mini-footballeurs à la CAN Libye 2025, le Bénin a fini sa course dans les matchs de poule. Après 2 défaites face au Maroc et au Ghana, l'équipe s'est illustrée face au Cameroun en s'imposant 2-0. Suivons ensemble au micro de Romain Djessougougbenou quelques journalistes sportifs qui apprécient cette première participation. J'ai envie de dire que le Bénin est justement à sa place, compte tenu de son vécu, compte tenu de son parcours, compte tenu de son expérience surtout dans cette compétition, dans cette discipline qu'est le mini-football. C'est vrai, évidemment, le Bénin ne s'est pas qualifié, mais dans le même temps, cela a permis au coach Géraldo Ibrahim et également au président Germain Wanvoy-Egbert de tirer forcément des leçons de cette non-qualification ou de cet échec des guépards mini-footballeurs justement à cette canne-là. Donc l'un mis dans l'autre, en toute participation, il y a forcément quelque chose de positif. Le positif, c'est qu'il y a quand même des acquis, il y a quand même des belles choses sur lesquelles il faut vraiment se baser. Il faut désormais se baser pour promouvoir ou pour être beaucoup plus compétitif dans les tournois continentaux les années à venir. Cette participation était porteuse d'espoir parce que les Béninois ont annoncé les couleurs. Ce n'était pas juste participer, mais au moins franchir le premier tour et aller, pourquoi pas, décrocher le trophée. C'était un peu ça les objectifs de départ. Mais le Bénin a été malheureusement confronté à des nations un peu plus huppées. Et les Maghrébins, on sait, avec l'organisation, les infrastructures et tout, ils sont un peu avant sur nous dans tout ce qui est organisation sportive. Donc c'était difficile pour le Bénin de battre soit la Tunisie ou le Maroc. Le Bénin a essayé, mais malheureusement, nous sommes sortis de ces 2 rencontres-là en laissant beaucoup de plumes, 0 points et beaucoup de buts encaissés.
C'est une compétition qui a regroupé les meilleurs du continent africain et on dira certainement que le Bénin est à l'apprentissage, le Bénin est allé apprendre et pour justement cette raison, je pense qu'on sera certainement indulgent vis-à-vis de ces mini-footballeurs qui pour la première fois goûtent donc, on va dire, à cette compétition. Et je pense qu'il va falloir certainement au retour de cette compétition tirer les grands enseignements de la participation du Bénin, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, ce qui a marché également. Et il faut maintenant surfer sur ce qui a véritablement marché. Et il faut aussi voir donc les clichés des différents matchs et voir ce qui n'a pas marché et continuer à travailler pour que le Bénin, pourquoi pas, soit à l'année prochaine à cette compétition avec beaucoup plus certainement de hargne, beaucoup plus de détermination, mais surtout beaucoup plus d'aptitude et de capacité à gagner des matchs. L'expérience, vous ne pouvez pas l'acquérir en restant chez vous. Il faut forcément vous devez affronter les meilleurs, vous devez vous mesurer aux meilleurs sur le continent pour connaître votre vrai niveau. Donc l'expérience, c'est en participant à ces genres de compétitions que vous pouvez acquérir l'expérience. Je pense que cette CAN, évidemment, sert, comme je le disais, de leçon, d'expérience à toute l'équipe du Bénin, à tout le staff technique, si vous voulez. Et l'autre chose, c'est également en termes de niveau technique, forcément par rapport à certains pays ou à certains pays qui sont dans le même groupe que le Bénin, notamment le Maroc et le Ghana qui sont à un niveau plus ou moins technique, qui ont un niveau plus ou moins technique élevé que le Bénin. Donc je pense que ça se résumait beaucoup plus à ces deux paramètres-là. Mais je pense que c'est des choses qui peuvent être corrigées avec le temps. C'est des choses qu'on peut vraiment améliorer, qu'on peut acquérir avec le temps, avec une participation régulière à ces continents, à ces tournois continentaux, à cette CAN. Je pense que le niveau va s'améliorer et l'expérience, évidemment, vous allez également engranger. Cette participation doit être le déclic pour que les autorités gouvernementales apportent plus de soutien, non seulement à l'équipe nationale de mini-foot, mais également à toute l'organisation du mini-foot. Parce que si l'organisation est bien faite, forcément les joueurs seront plus compétitifs et l'équipe nationale aussi sera plus forte pour espérer remporter des trophées. Dans le domaine sportif, la motivation, elle est importante ici même, j'allais dire. Donc quand les joueurs jouent, il faut forcément donc leur donner ce à quoi ils ont droit parce qu'ils ont mouillé le maillot, ils sont dépensés physiquement, athlétiquement, ils sont partis là-bas pour jouer pour le Bénin. Donc ils ont représenté quand même la République. Quand bien même les résultats ne sont pas encore très positifs, il faut quand même commencer par les motiver. Un début de motivation ne ferait que renforcer, on va dire, leur volonté à véritablement faire briller le Bénin dans de telles compétitions. La phase zonale de la 12e édition des Jeux universitaires du Bénin a été officiellement lancée le 19 juillet 2025 au stade Omnisport de Kétou. Pendant une semaine, plus de 1000 athlètes participent à cette première phase. La cérémonie s'est tenue en présence des autorités locales et universitaires comme l'Encanté à Moussou pour le reportage. Général de son parcours et puis voilà qui est fait. DG directeur départemental des sports pour le directeur général de l'OPSU, pour le recteur de l'UNA, le recteur de l'UNA, DG Pousse Parapou, maintenant pour madame, à DG Pousse Abomey-Calavi. Le rideau s'ouvre sur la phase zonale de la 12e édition des Jeux universitaires du Bénin, ici à Kétou. Cette année, la compétition change de format. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kousassé et l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU se donnent la main pour une meilleure répartition des responsabilités. Il s'articule désormais autour de deux phases distinctes. La phase de zone, organisée respectivement par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et le Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou, en fonction de leurs zones de compétences respectives. Une phase nationale coordonnée par l'OBSU. Ce changement majeur permet une mutualisation des ressources, une meilleure inclusion des établissements privés et surtout l'harmonisation des efforts institutionnels. Du 19 au 26 juillet 2025,
Les meilleurs athlètes des universités publiques et privées du Bénin vont se mesurer dans plusieurs disciplines. Le sport, dans sa noble expression, dépasse les limites du simple divertissement. Il est une école de rigueur, de discipline et de dépassement de soi. Il enseigne à nos jeunes athlètes à conjuguer les efforts individuels et collectifs. Les étudiants s'engagent à exprimer leur talent dans le fair play, la fraternité et la convivialité. Nous encourageons chaque étudiant à participer activement, à donner le meilleur de lui-même et à faire preuve d'un esprit sportif exemplaire. Hôte du lancement officiel de cette édition des Jeux universitaires du Bénin, le maire de la commune de Kétou n'a pas manqué d'exprimer sa fierté. C'est un honneur pour moi et un réel plaisir. Je me réjouis du choix porté sur ma commune pour abriter ce lancement. Pendant une semaine, la jeunesse estudiantine du Bénin va vibrer au rythme du sport universitaire dans tous les départements. Les vainqueurs vont valider leur ticket pour la phase finale nationale. D'une discipline à une autre, le championnat national de tir à l'arc 2025 a rendu son verdict le samedi 19 juillet 2025 à Cotonou. Après 3 jours de compétition, les Aké de l'Atlantique littoral ont dominé la concurrence. La rue s'étendait à Diagbenon pour plus de détails. Clap de fin sur le championnat national de tir à l'arc 2025. Les archers de l'Atlantique littoral arrivent une fois encore, premiers avec 16 médailles remportées, dont 6 titres et 5 places de vice-champion. Le Borgou Alibori avec 2 breloques en or occupe la 2e place au classement général devant l'Ouémé Plateau, le Monokoufo et le Zou. Je remercie au passage les entraîneurs, surtout de l'Ouémé Plateau, de Ndali, de Parakou, pour le travail merveilleux que vous avez fait. Quand vous gagnez, ça veut dire que le message est en train de porter haut. Continuez à gagner pour détrôner les gens de l'Atlantique. Je vous y encourage. Les nouveaux médaillés d'or doivent être en veille pour qu'ils puissent continuer à garder leur médaille. Car ceux qui sont en bas veulent monter et faire descendre ceux qui sont en haut. Justement, si certains archers ont conservé leur titre lors de ce 16e championnat national, d'autres se sont révélés. Je suis très heureuse d'avoir reçu cette médaille. Comme je l'avais promis au début du championnat, elles étaient plutôt fortes, mais il doit y avoir qu'une seule gagnante, et c'est-à-dire moi. Bon, d'abord c'est une grande fierté, mais aussi c'est aussi que je vais conserver le titre. Parce que d'autres peuvent me dépasser. Donc, je vais continuer de travailler très dur. Je me sens un peu heureuse puisqu'on est venu à 5 ans et on est reparti à 2 médailles. À mon niveau, je promène des entraînements répétés pour améliorer la performance. Je suis heureuse et j'ai beaucoup aimé. Je promets de mieux faire des entraînements et de m'améliorer pour conserver ma place. À partir de cette édition, la Fédération béninoise de tir à l'arc envisage organiser le championnat national en itinérance à Cotonou pour faire découvrir la discipline au public. Je remercie le maire de nous avoir octroyé cet espace aussi. C'est très important. Nous comptons faire notre championnat dans les 13 arrondissements. Que le représentant du maire soit notre porte-parole auprès du maire pour que à chaque édition, nous puissions trouver un espace où nous allons tirer. Est-ce que l'année prochaine, je rendrai compte fidèlement au maire de la ville de Cotonou. À ce sujet, je crois qu'il n'y aura pas de soucis. Vous voyez, le Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, tire un satisfecit à la FEBETA pour les efforts fournis en vue de la promotion de la discipline et les encourage à poursuivre dans la même lancée. Depuis 16 ans, vous qui n'étiez même pas encore nés, la fédération a commencé à travailler pour vous. Au nom du président Julien Minavoa, je vous dis bravo
continuer à vous améliorer, aussi bien au niveau de la gouvernance de la Fédération béninoise de tir à l'arc qu'au niveau de la gestion technique. J'ai vu des gamins hier dans des postures qui m'ont plu. Continuer de les aider à améliorer leur performance et c'est tout le Bénin qui sera heureux. Après 3 semaines de repos, les vainqueurs vont entrer en mise au vert pour la préparation des championnats d'Afrique 2025. Au thème, les meilleurs vont constituer l'équipe nationale de tir à l'arc du Bénin. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et agréable soirée à tout un chacun.